Eh bien, à nouveau, nous voilà avec un invité que je suis ravie de recevoir, qui est Vincent Ossillot, qui est aujourd'hui conseiller à la DigiTrade de l'Union européenne, qui est, qui est aussi l'ex-directeur du département économie de France Stratégie, et qui va venir un petit peu nous expliquer et nous parler de la manière de rendre le plus incitatif possible effectivement les politiques économiques et surtout comment faire avec nos litières, puisque nous sommes dans une optique de pouvoir les rendre absolument désirables et donc et donc et de savoir comment, sur quel levier nous pouvons appuyer pour pouvoir avoir ces litières végétales et qu'elles soient mieux connues. Et je vous laisse la parole et je vous laisse compléter ma présentation le cas échéant. Bonjour à vous tous. C'est effectivement un enjeu absolument fondamental parce que nous devons vraiment améliorer la consommation vers les produits qui sont avec moins d'impact négatif sur l'environnement. Le gros problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, les produits les moins chers sont ceux qui ont le plus d'impact négatif sur la nature. Oui. Et du coup, forcément, les produits les moins chers, ça oriente la demande plutôt vers les produits les plus carbonés. D'ailleurs, beaucoup sont des produits importés d'autres pays tiers. Et ça, c'est un enjeu absolument fondamental pour nos sociétés, parce que clairement, d'une part, nous avons un gros risque de faire perdre notre base productive en France, en Europe, parce que nous sommes bien plus proactifs que beaucoup d'autres pays sur la transition écologique, mais cela fait monter les coûts de production de nos entreprises locales, et du coup, leurs produits deviennent plus chers que ceux qui sont produits dans d'autres pays, et du coup, les produits moins chers, du coup, la consommation s'oriente vers ces produits-là, et ça, c'est vraiment problématique. Nous avons bien entendu, vous avez le constat, par exemple, des produits bio, qui ne représentent aujourd'hui que 4% de la demande en France. Il y a quelques années, c'était 6%. C'était un tout petit peu plus, mais déjà pas encore beaucoup. Et pourquoi ça n'est que 4% alors que c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur, bien entendu, bien meilleur pour l'environnement, parce que, bien évidemment, ils sont plus chers que les produits non bio. Et donc, du coup, les consommateurs, bien évidemment, la grande majorité, s'orientent vers les produits moins chers. Et par ailleurs, en plus, même ceux qui auraient le revenu suffisant pour pouvoir acheter, par exemple, les litières végétales qui sont à un impact environnemental bien plus positif que les autres litières. Clairement, le problème, c'est qu'il faut avoir l'information pour beaucoup mieux orienter la consommation des consommateurs. Donc, on aurait vraiment besoin d'avoir des bons étiquetages à côté du prix, qui donne par exemple la quantité de carbone du produit et les autres impacts environnementaux éventuels. Alors là, bien évidemment, dans un premier temps, ça serait ceux qui auraient un pouvoir d'achat suffisamment important qui achèteraient les produits moins impactants, parce que ces produits-là, dans la plupart du temps, sont plus chers que les produits qui ont plus d'impact environnemental. Mais clairement, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour beaucoup mieux orienter la consommation, c'est que les produits qui sont moins carbonés, moins d'impact environnemental, soient moins chers que les produits plus carbonés, ce qui est l'inverse de la situation actuelle. Et clairement, ça serait vraiment un vecteur absolument majeur, parce que aujourd'hui, le problème, c'est que par exemple, les investissements de décarbonation des entreprises ne sont pas rentables, parce que quand elles se décarbonent, elles ne profitent pas d'une demande plus orientée vers leurs produits, parce que souvent les consommateurs sont même pas au courant, et en plus si le produit est plus cher, la demande est moins orientée vers leurs produits. Et donc clairement, si les produits
qui sont moins impactants environnementalement sont moins chers, clairement, les investissements pour la transition écologique des entreprises seront beaucoup plus rentables et du coup, ils seront beaucoup plus financés par les entreprises elles-mêmes, plutôt qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'on doit mobiliser énormément de subventions pour inciter les entreprises à se décarboner. Et bien évidemment, il faut bien avoir en tête que les subventions, pour les augmenter, etc., il va falloir augmenter les impôts, ce qui est là aussi négatif pour les négatifs, bien entendu, pour notre base productive, donc pour l'emploi, pour les recettes publiques, du coup, qui est lié à notre base productive, etc. Donc là, l'enjeu, c'est qu'effectivement, avoir un système, alors par exemple, que la TVA soit adaptée, soit nulle sur les produits qui sont pas d'impact environnemental, en revanche, plus élevé sur les produits qui sont à un impact environnemental. Est-ce que vous pensez ça possible alors dans une période économique extrêmement contrainte, pour ne pas dire plus, hein, on a entendu parler de 20 milliards de déficit, est-ce que cette TVA extrêmement réduite, c'est quelque chose qui peut être mis en place? On a vu des retours en arrière. Michael le dira, où l'Italie avait une TVA réduite sur les litières végétales. Et puis, cette TVA réduite, le gouvernement Meloni l'a remontée. Effectivement, c'est sans doute pour avoir un petit peu plus pour récupérer des taxes. Est-ce que cette optique de taxe réduite, de TVA réduite, c'est envisageable ou pas? Alors, il peut y avoir effectivement une stratégie pour maintenir le niveau des recettes publiques de la TVA, en faisant monter le niveau de la TVA sur les produits qui ont plus d'impact environnemental, et en revanche, en la faisant baisser sur ceux qui ont moins d'impact environnemental. D'accord. Il y a une autre option aussi, c'est, sans que ça soit un système de TVA, ça peut être une taxe sur les produits finis complémentaires en fonction de leur impact environnemental, mais en faisant d'abord monter les revenus des ménages par d'autres baisses d'impôts, et pour ceux qui ne paient pas d'impôts, une hausse de leurs allocations. Et là, cette mesure-là peut être en plus positive sur la réduction des inégalités et même faire augmenter le pouvoir d'achat. Parce que du coup, la compensation, c'est comme si les ménages continuaient à acheter les produits qui avaient plus d'impact environnemental, mais les produits moins chers sont ceux qui ont moins d'impact environnemental. Donc du coup, en achetant les produits à moins impact environnemental, c'est moins coûteux que la compensation qu'ils auront. Et du coup, ils gagnent en pouvoir d'achat. Donc, ça serait comme une sorte de chèque, un chèque aux produits moins carbonés ou à faible impact carbone. Alors là, moi, je pense que plutôt qu'un chèque, ça serait de faire monter les revenus mensuels, donc de chaque individu, soit par une baisse d'impôts, par exemple impôt sur le revenu ou cotisation sociale. Et pour ceux qui ne paient pas, c'est impôt sur le revenu, cotisation sociale, ça serait une hausse de leurs allocations. Je vous interromps quelques secondes parce que je vois que Benoît Varin est arrivé. Bonjour, Monsieur Varin. Est-ce qu'il m'entend? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien sur le plateau? Oui. Plateau fertile. Oui, enchanté, ravi de faire votre connaissance et bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, en tant que président de la Fédération du réemploi et de la réparation, nous sommes ravis d'être partenaires de cet événement sur les déchets organiques et la manière de développer les bonnes pratiques avec des modèles économiques et des manières à inciter les consommateurs à utiliser les bons produits via des labels, via des labels prix, des signaux prix, comme c'est évoqué en ce moment même sur le plateau, et aussi bien sûr des impacts extra-financiers avec le critère CO2 et la capacité à valoriser les émissions évitées en carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Et on sait que le réemploi, comme c'est dit, le réemploi, la réutilisation est une source de lutte contre le réchauffement climatique à hauteur de potentiellement plus de 80% de réduction des émissions, puisque le chiffre qu'il faut retenir, c'est 80% de notre impact vient de la production de matières neuves.
Donc, ça soit justement, comme c'était dit par Michael tout à l'heure, hein, le transport des litières minérales de l'autre bout de la planète, bah, c'est quand même l'impact le plus important. Donc, si on peut avoir des filières courtes en économie circulaire courte, ce qu'on appelle nous court, et aussi la possibilité de réutiliser ces sous-ensembles organiques pour pouvoir refaire de l'organique, ça serait quand même plus naturel que d'utiliser des minerais qui ne sont pas réutilisables pour différents usages. Donc nous, voilà, en tant que fédération, on soutient et on est ravis que cette commission soit très très dynamique et que ces échanges là qui ont lieu depuis ce matin soient passionnants. Je sais pas, Marie-Pierre, voilà, sur quoi tu voudrais que Je vous j'insiste là donne la maintenant dans parole l'état. tout de suite. Je vais laisser Vincent Ossillou terminer sa présentation sur son panel parce que on a parlé donc de baisse de TVA, on a parlé de hausse de TVA sur les produits à plus fort impact carbone. Je parle de plus fort impact carbone pour ne pas prêter à confusion. Christophe Boudet m'ayant précisé que les litières sont des produits carbonés en termes de physique, hein, puisque c'est du bois. Mais donc, effectivement, donc on a parlé de la baisse et la hausse de TVA. On a parlé, en fait, d'incitation financière en termes de baisse d'impôts ou de réduction. On a parlé de... Alors, est-ce que ça, on peut dire que c'est également la taxe carbone? Est-ce que ça englobe, est-ce que dans la taxe carbone, ça englobe tout ça ou c'est encore une autre incitation? Alors, on ne l'appelle pas la taxe carbone parce que la taxe carbone, tout le monde a en tête que c'est une taxe sur les énergies carbonées. Et là, c'est un gros problème en termes d'accentuation des inégalités, puisqu'on sait que des ménages qui sont très dépendants de leur voiture, de leur chauffage au fioul et qui ont peu de revenus ne peuvent pas faire les investissements pour se décarboner. C'est pour ça que c'est très bloquant. Alors que là, on l'appelle plutôt contribution carbone sur les produits finis de grande consommation finale. Puisque sur ces produits finis de grande consommation finale, comme l'alimentation, comme donc enfin un peu ce qu'on achète dans les supermarchés, quoi, un peu et les litières végétales, donc les litières végétales, etc. C'est clairement là, c'est bien corrélé l'empreinte carbone au niveau de revenus. Donc ça ne sera pas négatif pour les inégalités. Au contraire, même lorsqu'on donne une compensation de même montant pour chaque individu, ça sera même une contribution à la réduction des inégalités. Et par ailleurs, ça améliore le pouvoir d'achat parce qu'en achetant des produits moins carbonés qui seront moins chers, ça sera moins cher que le surcoût, disons, sera moins important que la compensation Et par ailleurs, ça sera positif pour les finances publiques parce que clairement, d'une part, cela incitera beaucoup plus à acheter des produits qui ont été fabriqués localement. Plutôt qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les produits plus carbonés qui sont moins chers, ils sont surtout importés. Et donc, on perd notre base productive et du coup, ça a des impacts négatifs sur la croissance, sur la productivité, etc., les innovations et sur l'emploi. Et du coup, ça a des conséquences négatives sur les finances publiques. Par ailleurs, on aura moins besoin des subventions pour financer les investissements de décarbonation, puisqu'ils seront beaucoup plus rentables et donc ils seront beaucoup plus financés par le secteur privé. Et clairement, ça sera en plus très incitatif pour développer des innovations en France et donc être beaucoup plus à la frontière technologique sur ces nouveaux produits qui ensuite permettront qu'on les exporte, on exporte ces technologies beaucoup plus. D'ailleurs, ça, c'est un gros enjeu de notre pays. C'est que souvent, et là c'est le cas sur la litière végétale, nous avons des innovations qui sont très favorables pour résoudre les enjeux que nous avons, notamment sur la transition écologique, sur aussi des enjeux sociaux, etc. Et le problème, c'est que souvent, ces solutions développées par nos entreprises en France ne sont pas diffusées beaucoup.
Euh, et ça, c'est absolument paradoxal parce que, bien évidemment, ça serait beaucoup plus positif, à la fois pour l'emploi, la croissance, bien entendu les finances publiques, et puis surtout pour résoudre nos enjeux, quoi. Euh, Nous avons par exemple le cas pour le traitement des déchets ménagers. Nous sommes en France en dessous de la moyenne européenne sur le recyclage des déchets ménagers, ce qui est déjà absolument scandaleux, bien sûr, alors même que nous avons une entreprise qui a un modèle très performant, qui recycle 95% des déchets dans une poubelle non triée. Et c'est vraiment dommage que cette entreprise, pour l'instant, n'ait que 3 sites de tri en France, alors qu'elle pourrait être beaucoup plus diffusée et du coup que nous soyons beaucoup plus au-dessus de la moyenne européenne du recyclage des déchets, quoi. Du recyclage des déchets. Mm. Benoît Varin, la question que je voulais vous poser, c'était, pardon, effectivement, d'abord, d'une part, vous avez exprimé votre plaisir d'être à la tête d'une fédération qui traite ces questions du réemploi. Quel a été pour vous le déclencheur pour créer cette commission ? Vous la trouvez active, merci. Mais quel a été votre déclencheur et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous la voulez encore plus dynamique voilà. Comment vous évaluez le travail Oui. fait et éventuellement ce qui reste à faire ? Oui, merci Marie-Pierre. Déjà, effectivement, la Fédération du réemploi et de la réparation qu'on a créée en 2012 a pour but de rassembler des initiatives pour prolonger la durée de vie des produits et de la matière, pour lutter contre ce gaspillage des ressources. Ça, c'est notre leitmotiv du côté de la Fédération du réemploi et de la réparation que je préside. Donc, c'est une association à loi 1901 qui regroupe plus de 250 membres actifs, effectivement répartis dans différentes commissions selon les centres d'intérêt, les projets des différents membres. Donc, on reste une association au service des acteurs de la réutilisation, du réemploi, et cette commission s'inscrit dans cette dynamique-là de réfléchir aux biodéchets et à un certain type de biodéchets. On a toujours eu la réflexion de quoi faire des déchets organiques en général, qui remplissent les poubelles en volume, qui coûtent cher à transporter, qui sont des fois une ressource pour l'agriculture, une ressource pour la matière organique et qui est souvent mal valorisée parce que mélangée. Et je rejoins complètement ce qui a été dit avant. C'est comment on s'assure d'un bon tri. C'est le tri qui permet de valoriser au mieux chaque matière et qui évite après des pollutions et qui évite le fait d'avoir des coûts pour la société. Alors que ça peut être, et c'est ça qui est dramatique, ça peut être une ressource positive avec des gains financiers pour embaucher des gens, pour financer des gens qui vont trier, des gens qui vont réutiliser la matière ou les produits. Et si on ne trie pas en amont, on se retrouve avec des éléments qui ont des coûts pour la société. Donc tout se passe au moment du tri, tout se passe au moment de la collecte, que ce soit les biodéchets, comme on l'a vu juste avant avec l'exposé très, très, très bien fait par le maître composteur. Si le tri est bien fait, qu'il n'y a pas de pollution et qu'on arrive à maîtriser la chaleur, la température, la gestion des biodéchets, on arrive à obtenir un substrat qui va être de très bonne manufacture. Et ça, on peut, nous, d'un point de vue fédération, le transposer sur les mêmes situations pour l'électronique, les smartphones, pour l'ordinateur, pour les mobiliers. Si vous avez du mobilier qui va être mélangé avec de la peinture, et ben forcément, votre mobilier, il va être souillé. Si vous avez une cartouche d'encre qui souille des téléphones également, et on peut parler aussi des batteries, des piles. Et je prendrai juste un exemple pour illustrer le fait que ce qui vous concerne vous dans les biodéchets concerne aussi l'ensemble des autres filières, c'est les piles. Les piles et accumulateurs, 20% de croissance de vente de piles et accumulateurs. On sait que 80% des piles seraient réutilisables en l'état, réemployables, et on les mélange en destruction pour les renvoyer en destruction. Donc c'est ces aberrations-là sur lesquelles il faut qu'on lutte tous ensemble, et ces commissions très spécifiques, très techniques, ont pour but de mettre en valeur le fait que chaque filière, on doit parler de filière et de matière par matière, parce qu'il y a énormément de contraintes techniques, logistiques par matière. Donc cette commission est extrêmement puissante de démontrer que voilà, on peut théoriser économiquement parlant
sur la macroéconomie, mais si on vient sur la microéconomie avec une filière comme la biodéchet et la litière pour chat, on se rend compte que il faut aussi agir au niveau réglementaire et au niveau structurel. Et c'est là où notre fédération fait le même plaidoyer rejoint le plaidoyer de la PLA et de ce qui est fait en Italie et en Allemagne, de dire il faut interdire certaines litières. La litière minérale devrait être interdite, point. Point. C'est démontré là depuis ce matin. Pourquoi on laisse faire venir la litière minérale de l'autre bout de la planète qui pollue, qui encombre nos incinérateurs, qui encombre les composteurs, etc. Donc, il faut à la fois avoir une vision économique, mais aussi avoir une vision globale, macro, avec ce droit et cette juridiction qui doit s'appliquer pour, d'un point de vue souveraineté française et européenne, interdire certains produits qui sont néfastes pour l'environnement, néfastes pour le modèle économique et empêchent au niveau local de trier correctement. Donc la matière organique doit être maîtrisée en entrée, et ça, l'éco-conception doit être imposée. Les fabricants doivent être contraints de montrer leur impact environnemental au niveau de la fin de vie de leurs produits. Et actuellement, on peut que regretter que les vendeurs de matières minérales en litière pour chat, mais aussi pour d'autres litières, sont pas plus contraints de respecter les bonnes pratiques. D'avoir donc une ACV et de pouvoir avoir des ACV qui montrent un peu les éléments. Vincent Ossillou, vous disiez justement donc ces notions de recyclage étaient très importantes. Est-ce que ça joue pour la productivité française d'une part, et d'autre part, alors je rappelle que vous étiez le rapporteur du Conseil national de la productivité, et est-ce que d'autre part, en ce qui concerne les litières, qui est vraiment un produit spécifique, parce que, comme le précisait Michael Benck, on l'achète sans y faire attention. Et il y a vraiment un vrai travail de sensibilisation à faire. Donc, je voudrais votre regard là-dessus. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut effectivement fortement sensibiliser, et je suis tout à fait d'accord que sur cette question des litières, avoir une norme qui interdise la litière minérale serait une bonne chose. Alors, il faut simplement quand même avoir en tête que utiliser les normes comme le vecteur majeur pour orienter la consommation vers les produits à moins d'impact environnementaux, le problème quand même, c'est bien entendu, on doit le mobiliser, mais ça ne peut pas être tout le temps le vecteur majeur, parce que bien évidemment, ça veut dire contraindre les consommateurs à acheter des produits qui sont souvent plus chers. Du coup, par exemple, les voitures électriques, par exemple, du coup, on est obligé de mobiliser beaucoup de subventions pour compenser le fait que les voitures électriques sont beaucoup plus chères. Voilà. Alors là, c'est pas le cas pour les litières. Donc, clairement, la norme devrait être vraiment imposée très, très rapidement. Mais le vecteur qui est absolument puissant dans tout notre système économique, mais d'ailleurs même au niveau mondial, c'est vraiment les prix des produits. Quand les prix les moins chers, les produits les moins chers seraient ceux qui auraient le moins d'impact environnemental, clairement la demande serait très massivement orientée. Comme on voit par exemple sur les produits bio, alors parce qu'ils sont plus chers, c'est que 4% de la consommation finale. Si jamais ils étaient moins chers que les produits non bio, ils seraient 96% de la consommation finale, voire même 100%. Et clairement, il y a l'enjeu de produire, mais justement, en montant en production, on ferait monter les économies d'échelle de ces produits à moins d'impact environnementaux en faisant baisser leur prix au fur et à mesure. Et clairement, ça serait bien évidemment, là où nous avons un gros enjeu en France en particulier, et en Europe en général, c'est qu'on se concentre surtout sur les émissions carbone faites localement. Et on ne prend pas suffisamment en compte le fait que l'empreinte carbone, donc en tenant en compte bien évidemment des importations, des produits qu'on importe, et clairement c'est un enjeu absolument fondamental. Oui, c'est ce que nous avons fait pour les litières, c'est-à-dire de se dire c'est pas simplement la production, aussi c'est les transports. Oui. N'est-ce pas, Michael ? Et bien entendu, toute la chaîne de production, parce que pour bien évidemment inciter à ce que, même pour d'autres
pour effectivement les transports et les choses comme ça, les entreprises prennent bien en compte le choix de consommation intermédiaire qui soit moins impactante environnementalement. Vous vouliez prendre la parole, Elsa, peut-être? Oui. Je voulais juste faire un commentaire. Oui. Allez-y alors. Je voulais juste rebondir sur deux éléments que vous avez évoqués, Vincent. Le prix de la matière première, mais aussi les prix de la litière, évidemment. Et deuxième, c'est l'interdiction de la matière minérale, parce qu'il y a quand même deux sujets qui se prêtent à compléter donc, ce que vous dites. Excusez-moi. D'abord, le prix. Donc, effectivement, les litières végétales sont légèrement plus chères, donc entre 20 et 30% sur le marché, mais ils tiennent plus longtemps. Donc, une litière végétale, je n'ai pas besoin de changer toutes les semaines, tous les 10 jours, qui est le cas pour une litière minérale, parce qu'elle commence à sentir très mauvais. Donc une litière végétale peut rester jusqu'à 4 semaines dans le bac à chat avant que je change complètement le bac. Donc il y a une économie aussi pour moi, consommateur. À la fin du mois, je me retrouve largement. Économie d'usage. Ouais. La matière première est peut-être un peu plus chère dans la production de ces litières-là, en fonction surtout des industries alternatives comme le bois, utilisé aussi pour les pellets de chauffage, et avec la crise du gaz issue la guerre de l'Ukraine, évidemment, les matières premières ont fortement augmenté, mais ils ont rebaissé aujourd'hui. Donc. Et deuxième question, deuxième point que je voulais faire, c'est par rapport à l'interdiction. Il faut substituer, évidemment, ces volumes colossaux en litière minérale. Bon, la litière végétale est beaucoup plus légère. Elle a 60% du poids, déjà, donc au niveau des tonnages, donc on n'aura pas besoin de substituer un par un. Mais cette substitution, industriellement, ça pourrait se faire à très court terme, parce qu'en fait, c'est les producteurs de pellets de chauffage qui ont la capacité aujourd'hui déjà et des outils pour produire la litière pocha. C'est juste la recette qui change légèrement. Et on a une matière première dans tout ce qui est déchets agricoles qui est colossale. La France moule chaque année 70 millions de tonnes de blé. Donc, évidemment, donc, il y a énormément de matières premières dans les déchets qu'on pouvait récupérer pour substituer à très court terme, sur 1 ou 2 années, justement, le manque de la litière minérale une fois qu'elle sera interdite en France ou en Europe. Benoît Varin, je profite que vous soyez encore là. Juste, je vais laisser, pardon. Non, allez-y. Posez votre question, Elsa, puis après je vais continuer avec Benoît. Alors, c'était des questions plus larges que la litière. Oui. D'une part, quand vous parlez d'indiquer l'impact carbone, il faut le calculer. Est-ce que les ACV sont au point ? Sachant que les ACV ne tiennent pas compte ou mal compte de l'aspect biodiversité. Donc il faut peut-être un autre indicateur plus sophistiqué, donc plus compliqué. Je sais que dans l'alimentation, c'est pas au point, c'est en réflexion, il y a des gros débats. Et d'autre part, il faudra ensuite un label pour indiquer aux consommateurs quel produit vaut quoi, et quels sont les débats sur les labels quand on voit les écharpements autour du Nutri-Score. Voilà, c'est compliqué. Je vous laisse répondre un petit peu, Vincent, et puis ensuite, Benoît, vous... Alors là-dessus, effectivement, sur la biodiversité et les autres impacts environnementaux, à part les émissions carbone, on sait que pour l'instant, nous n'avons pas encore le consensus scientifique au niveau international. Donc ça serait difficile de les mettre sur ces dimensions-là parce que ça sera critiqué par des pays tiers qui pourraient... on pourrait commencer d'abord sur le contenu carbone en indiquant que ça va être rapidement élargi aux autres dimensions environnementales. Mais dans un premier temps, c'est très bien de déjà bien inciter à la décarbonation parce que clairement, y compris pour la biodiversité, on sait que, notamment dans les océans, par exemple, des gros impacts, c'est la montée de la chaleur de l'eau sur la biodiversité, quoi. Et ça a des gros enjeux. Et clairement, en annonçant que ça sera étendu à la biodiversité et aux autres dimensions environnementales quelques années ensuite, bien évidemment, les entreprises qui font les investissements pour changer leur méthode de production, elles prendront bien en compte les investissements de décarbonation qui ne sont pas négatifs sur la biodiversité, etc., pour pas qu'ensuite leurs produits soient désavantagés. D'accord. Benoît, en ce qui concerne les labels, entre autres.
Entre autres, mais je vais répondre à la première question qui est l'ACV. L'ACV n'est pas adapté effectivement pour nos sujets d'émissions évitées. Par contre, il y a une méthodologie portée par certains acteurs comme Rivers qui permettent et qui travaillent pour certains acteurs de la fédération à valoriser les émissions évitées en comparaison de deux solutions. La solution de réutilisation, de reconditionnement, principalement utiliser le reconditionnement, et la solution de vendre un produit neuf. Donc l'exemple concret qui est utilisé, vous achetez un smartphone neuf, il va émettre plus de 100 kg de CO2, et scientifiquement, on arrive maintenant à justifier et comptablement qu'un téléphone reconditionné, c'est 30 kg de CO2 évité. Et donc, on peut émettre un crédit carbone de 30 kg de CO2 par smartphone reconditionné qui permet d'être vendable, le crédit carbone, et de permettre à des entreprises de compenser leurs émissions en achetant ces crédits carbone. Donc, il y a un système maintenant de calcul des émissions évitées qui doit encore être reconnu par différentes directions générales, entre autres de la direction générale par exemple, de l'aviation. C'est un sujet sur lequel on travaille là sur Aircube, puisque c'est eux qui ont besoin de compenser au maximum le secteur, qui doivent normalement, eux, permettre de financer ce circuit-là, ce système d'émissions évitées. Donc on a besoin justement, et peut-être qu'il y a des pistes ici, et on pourrait imaginer que le secteur de l'aviation qui émet beaucoup de CO2, qui doit compenser, pourrait acheter des crédits carbone émis par le secteur du réemploi, de la réutilisation en général, mais le biodéchet en particulier, pour valoriser les bonnes pratiques en matière de tri, pour payer des composteurs et des maîtres composteurs. Et naturellement, du coup, il y aurait une boucle vertueuse qui permettrait d'aider les secteurs. Et ça existe, le système financier existe. Comptablement, ça existe. Il faut juste que les pouvoirs publics incitent les secteurs très émetteurs à compenser. Mais on est, je pense, on n'a jamais été aussi bien dans la bonne voie. Ça fait 10 ans qu'on parle de ça, de valoriser financièrement les externalités positives du secteur du réemploi, pour parler avec des termes un peu plus économiques. Et là, on n'a jamais été aussi proche d'y arriver. Donc, que ce soit dans le biodéchet, dans le reconditionnement en général, et ça, on a besoin d'économistes ou des pouvoirs publics pour pouvoir le valoriser, continuer à le pousser. La deuxième question des labels. Utile, juste pour faire un point, ça pourrait être utile parce que lorsqu'on parle de 500 000 tonnes de CO2 économisées en France et par an, si on faisait la transition vers les litières végétales, ça signifie 33 kilos par an et par chat, n'est-ce pas, Michael? Si vous avez le micro, qui donne un micro à Michael? Alors par contre, juste sur les termes avant que Michael ait le micro, parce que on l'a vu, alors c'est pas, je sais plus quel est le terme, hein, c'est vraiment des émissions évitées. J'imagine que c'est ça qui est calculé en fait. Après, il faut bien revoir, il faut passer par une méthodologie scientifique portée par Rivers, qui est certifiée au niveau international par ICROA, qui sont les normes internationales pour valoriser les émissions évitées et toutes les activités vertueuses. Donc il existe effectivement des labels et certifications nationales et internationales portées par ICROA, ICROA, qui sont les certificateurs. Et ça, on pourra en reparler pour travailler sur ces valorisations-là. Oui, et juste avant que Michael, allez-y Michael, si vous voulez prendre la parole là-dessus, après je répondrai au sujet du label. Ok, en fait, juste pour compléter, oui, effectivement, on a développé 2 messages issus des ACV qu'on a à notre disposition pour le consommateur, pour le sensibiliser, pour rendre les choses un peu plus concrètes. Et on dit justement qu'un ménage avec un seul chat peut économiser 200 kg de déchets par an en passant à la végétale, à la litière végétale, et 33 kg de CO2. Voilà, c'est les messages qu'on communique, sur lesquels on communique effectivement dans notre communication grande consommation. Et ça devrait transparaître dans la comptabilité et dans la valorisation des externalités positives, ce qui actuellement est un discours très, très bon pour parler d'impact, mais ça ne suffit pas d'un point de vue économique pour valoriser le travail que réalisent les producteurs, les distributeurs et du coup les consommateurs sur leur portefeuille. Donc ça, c'est vraiment comment transformer ces externalités positives en un signal prix. Et actuellement, c'est le gros problème économique qu'on a. La deuxième question sur le sujet des labels. Donc oui, dans l'alimentaire, on connaît bien le Nutri-Score et d'autres labels agriculture biologique. Nous, du côté du réemploi et de la réutilisation, on veut s'inspirer de ce label agriculture biologique pour pousser le label
REC, RECQ, reconditionnement de qualité, REEC comme reconditionnement et Q de qualité, avec des contrôles de la part de DECRA certification qui va auditer la qualité des produits selon un référentiel défini par des membres en commission qui vont définir un cahier des charges. Ce cahier des charges va être après transmis aux reconditionneurs et les reconditionneurs vont être audités par un organisme tiers indépendant. Et si le reconditionneur, réutilisateur, recycleur respecte bien ce cahier des charges, il va pouvoir avoir ce label qui permet de garantir tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin d'ailleurs. C'est pas le cas pour l'organique, mais on pourrait l'avoir pour le compostage de déchets organiques, de se dire est-ce que on respecte bien la température, est-ce qu'il y a des contrôles de température, etc. On pourrait définir une vingtaine de critères de ce que j'ai entendu depuis ce matin. C'est faisable et le compost qui sort de ces composteurs-là, qui intègre entre autres de la litière de chat, on pourrait garantir avec ce label que le substrat est de bonne qualité comparé à d'autres substrats. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis 2015 chez Aircube pour les produits électroniques, pour les pneus, pour des gros équipements industriels, pour maintenant depuis cet été pour les lave-linges, sèche-linges qui sont reconditionnés. On a ces critères, on a ce référentiel, on a DECRA qui va auditer parce que un produit d'occasion, s'il n'est pas contrôlé et reconditionné selon ces critères-là, ça peut être une pochette surprise. Un reconditionnement fait par un monsieur X n'est pas forcément le même que fait par l'entreprise Y avec la norme, les différentes normes ISO 9001, 14001, des formations de leurs salariés, des process formels, des traçabilités, etc. Donc on veut mettre en avant, nous, d'un point de vue fédération, et ça sera ma conclusion, les bonnes pratiques matière de réemploi, les modèles qui garantissent aux consommateurs une qualité de la matière et des produits qui sont réemployés, réutilisés, reconditionnés. Et tout l'enjeu là pour les prochaines semaines, prochains mois pour nous la fédération, c'est effectivement de mettre en avant la qualité de ces produits réemployés, réutilisés, comparé à d'autres produits qui ont un impact moins bon pour la planète, voire destructeurs, polluants, qui ne vont pas valoriser l'économie circulaire locale. Et alors qu'on a plein de solutions dans les mains, la litière végétale est une des solutions, et le compostage de ces litières végétales doit être une solution accessible au plus grand nombre et doit être déployée le plus rapidement possible pour préserver les ressources de la planète, pour même une hygiène globale. Et puis je pense que les chats s'en sortiront très bien avec la litière végétale et voire même peut-être mieux parce que moins de produits chimiques associés. Donc merci en tout cas pour l'organisation de cet événement et vraiment ravi de participer à cette conférence. Merci, merci à vous Benoît. Vincent Ossillou, pour terminer, vous disiez qu'effectivement, donc non seulement on pouvait donc jouer avec les incitations fiscales, les réductions d'impôts, on pouvait également travailler sur cette comptabilité carbone, donc les entreprises elles-mêmes. Et ça, je voulais que vous en disiez un mot, juste un tout petit mot. Oui, alors effectivement, c'est absolument fondamental, et notamment en commençant par, on sait que les bases de données actuellement sur le contenu carbone des produits ne sont pas bien robustes, ne sont pas bien, mais on pourrait commencer à faire l'étiquetage carbone sur la base des données actuelles, en invitant les entreprises justement pour si elles veulent argumenter qu'elles sont moins carbonées que ce que donnent les bases de données actuelles, y compris les entreprises étrangères, leur dire la condition, c'est que vous mettez en place la comptabilité carbone en parallèle de la comptabilité financière. Et là, le gros avantage, c'est qu'il y a une méthode pour mettre en place la comptabilité carbone des entreprises qui est très peu coûteuse. Un comptable d'une entreprise qui fait la comptabilité financière, ça lui prend juste 5 heures par an de plus pour faire la comptabilité carbone, selon la méthode du collectif Carbone sur facture, qui a développé une bonne méthode bien robuste et qui en plus donc très peu cher. Du coup, après 2 ans par exemple d'étiquetage où on mettrait à côté du prix dans les supermarchés, dans les boutiques le contenu carbone du produit, cela inciterait, même si cela incite que 3, 4 ou 5% des entreprises au début, dans les 2-3 premières années, à passer à la comptabilité carbone, on aurait ensuite des bases de données bien robustes pour l'ensemble des produits, y compris importés, etc. Et sur leur
ensemble de leur chaîne de production, quoi. Et clairement, en plus, c'est quelque chose que nous pourrions promouvoir au niveau international auprès en particulier, bon, bien évidemment, les pays qui sont proactifs aussi sur la décarbonation seraient bien positifs là-dessus, à la fois pour commencer par l'étiquetage, puis la comptabilité carbone, et ensuite faire en sorte que les produits moins carbonés soient moins chers que les produits plus carbonés, quoi. Tout à fait. Et ça serait le vecteur absolument majeur, puisque on sait bien que beaucoup de pays qui ne sont pas très actifs sur la décarbonation, leurs exportations, si jamais elles deviennent impactées négativement parce que plus carbonées, et donc les produits sont plus chers et donc moins de ventes, ça sera un vecteur absolument majeur pour vraiment inciter, par exemple, la Chine à accélérer sa décarbonation. Tout à fait. Ces changements, vous les voyez à quel horizon? Parce que c'est vrai qu'on parle tous de labels, on parle tous de prix, mais le consommateur, lui, se dit, oui, mais ça, c'est quand? C'est 2 ans, 3 ans, 10 ans, plus? Non, ça peut aller très vite, justement. Alors bon, bien évidemment, ça, c'est une décision des élus, du gouvernement, etc. Mais l'étiquetage carbone pourrait être mis en place rapidement en 2 ans. Après, en 2-3 ans, on aurait, même si c'est 4 ou 5% des entreprises qui sont passées à la comptabilité carbone, on aurait des bases de données beaucoup plus robustes. Et du coup, en 5 ans, on pourrait passer à un système où les prix des produits qui sont moins carbonés seraient moins chers que les plus carbonés. Et puis ensuite, 3-4 ans plus tard, on passerait aux autres dimensions environnementales, par exemple. D'accord, donc d'ici 2029-2030 pour la première partie et 2032. Et d'ailleurs, une simulation sur les produits de l'alimentation, puisqu'il faut bien avoir en tête que l'alimentation, c'est 25% de l'empreinte carbone de la France, ce qui est beaucoup, hein. Et c'est beaucoup de produits importés qui sont très carbonés, plus carbonés que nos produits locaux, etc. Et le problème, c'est que c'est les produits les moins chers qui sont plus carbonés. Et là, en fait, avec une taxe carbone qui serait de 100 € la tonne, ça ne ferait monter le prix de l'alimentation que de 5,8%. Alors bien évidemment, comme c'est quand même une hausse, il faudrait d'abord faire monter les revenus. Mais cette hausse de 5,8% en moyenne, donc bien entendu les produits moins carbonés, leur prix ne monte pas et ils deviennent moins chers que les produits plus carbonés. Et ça fait déjà baisser immédiatement en 2 ans de 1/4 l'empreinte carbone de l'alimentation, donc déjà de 5 points de notre empreinte carbone. Et cette dynamique sur l'alimentation, si c'est sur les habits, l'électroménager, les produits comme les litières, les outils de bricolage, les véhicules, clairement, puisqu'il faut avoir en tête que la consommation finale des produits de grande consommation, donc hors essence et fuel par les ménages, c'est plus de 60% de notre empreinte carbone. Tout à fait. Donc, mieux orienter cette consommation, ça ferait vraiment baisser. Et ça serait du coup, ça serait beaucoup plus incitatif pour les entreprises, beaucoup plus parce que leurs investissements de décarbonation seraient rentables. Parce que en faisant leur investissement de décarbonation, la demande s'orienterait vers leurs produits, qui seraient moins chers. Tout à fait. Oui. À titre d'exemple, en fait, dans la filière chanvre, ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur un PSE, un paiement pour services environnementaux privé de la filière, pour pouvoir apporter plus de marge aux producteurs et pouvoir permettre aux entreprises qui ont besoin de faire une CRDS, donc un bilan environnemental de leur entreprise, de montrer qu'elles soutiennent une filière locale et vertueuse. Et je vous invite à venir à ProDurable, les 9 et 10 octobre. On a une conférence et un stand pour expliquer le PSE. On est le premier PSE filière privé qui a été salué par Agnès Pannier-Runacher, qui nous a dit qu'elle allait nous mettre en relation avec des grosses entreprises pour pouvoir acheter ce PSE, et donc ces hectares de chanvre, pour apporter à peu près 200 € de l'hectare aux producteurs. Okay. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives à faire, parce que justement, cette CRDS, toutes les entreprises sont obligées de le faire. Nous, on travaille déjà beaucoup
avec beaucoup d'entités du groupe Muliez, entre autres, à substituer des produits pétrosourcés par des produits biosourcés. On y travaille beaucoup aussi dans la construction, mais on voit que c'est pas si simple que ça. Et cet atout environnemental, moi, j'arrête pas de demander au niveau européen et français que ça rentre directement dans la PAC, dans la politique agricole commune. Tout à fait. Je souhaite que ce PSE il soit un exemple de la faisabilité d'une démarche vertueuse qui revient aux producteurs. Monsieur Buff disait tout à l'heure, il faut faire peser les responsabilités. Vous pouvez revenir, hein. Il faut faire peser les responsabilités à la fois sur, effectivement, sur les producteurs, sur toute la chaîne, en fait. Et vous parliez, justement, c'était intéressant de pouvoir subventionner et d'aider les entreprises qui font ce travail. Ah, micro. Oui, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il n'y a pas une responsabilité unique. La responsabilité doit être partagée. Et donc, de fait, c'est de trouver le bon mode opératoire dans la répartition de la responsabilité. Le principe pollueur-payeur, il est déjà connu en France depuis de nombreuses années. Il est mis en place grâce aux filières de responsabilité élargie du producteur. Mais la responsabilité ne doit pas porter uniquement sur le producteur. Il y a le consommateur, il y a l'opérateur du déchet, il y a les collectivités. Donc nous avons tous, à un moment ou à un autre, une part de responsabilité dans la mise en œuvre opérationnelle pour certains, financière pour d'autres, pour arriver à ce que les problèmes que l'on met en évidence soient résolus. On a fait un peu le tour, à moins que vous ne vouliez prendre la parole, Vincent. Alors, peut-être quand même quelque chose à avoir en tête, c'est qu'il faut quand même faire attention aux taxes qu'on veut mettre sur les consommateurs et sur les producteurs locaux pour mieux les inciter. Ça, c'est problématique parce que ces taxes-là, on ne peut pas les mettre sur les producteurs des pays étrangers. Et du coup, on avantage leur production par rapport aux nôtres. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est pour ça que c'est plus intéressant de le mettre sur les produits finis et en tenant compte de l'ensemble de la chaîne de production. Et parce que l'enjeu de mobiliser surtout les subventions aussi, c'est un gros problème, parce que, bien entendu, les subventions, il faut les financer, et du coup, il faut augmenter les impôts, et ça plombe à la fois, bien évidemment, notre croissance, notre production locale, et le pouvoir d'achat des ménages, quoi. J'ai peut-être pas été assez claire, hein, mais nous, le PSE, c'est vraiment les entreprises qui achètent des hectares de chanvre pour pouvoir nourrir leur CRDS, donc leur impact environnemental, et ces 200 € vont directement aux producteurs. Oui. C'est-à-dire que c'est de la marge brute pour le producteur. C'est pas du tout une taxe pour le producteur. Et c'est une démarche où on n'est pas comme certains labels bas carbone, où il faut commencer par payer un diagnostic, s'engager sur une démarche de 5 ans qui va passer à 7 ans, et ne pas valoriser le carbone séquestré dans les matériaux. Nous, on intègre dans la démarche tout le carbone évité qui a été évoqué tout à l'heure, et tout le carbone séquestré dans nos matériaux, construction, plasturgie et autres, qui peuvent être séquestrés 50 ans. Okay. Sur ce sujet-là, si je pouvais conclure un petit mot. Oui, tout à fait, Benoît. Oui, le dénominateur commun, c'est l'import de produits néfastes pour l'environnement, qui sont souvent avec des pratiques déloyales parce qu'ils ne respectent pas la fiscalité française ou européenne. Ils ne payent pas forcément de TVA. Ils sont vendus de plus en plus, j'entends, la filière chanvre et la filière lin ou la filière productrice, qui vont apporter des produits à l'autre bout de la planète, qui sont produits dans des conditions souvent très dures, d'un point de vue social, voire illégal, d'un point de vue droit du travail, en France en tout cas. Et donc la seule question, c'est pourquoi on ne sanctionne pas les pratiques déjà, illégales, 2, déloyales, et qu'on mette plus de barrières à l'entrée sur des produits destructeurs pour notre économie locale et notre économie circulaire. C'est le vrai sujet, c'est le seul sujet. Et ce qui en découle, c'est toute la vente en ligne des produits qui sont vendus en ligne venant d'autres pays, qui passent à travers les filets et qu'on laisse faire avec des produits de mauvaise qualité où on n'a aucun contrôle. On ne sait pas s'ils respectent justement la fiscalité, s'ils respectent les normes environnementales, les normes d'hygiène et les risques sécuritaires pour les consommateurs. Donc, ma question et le point que nous, on défend d'un point de vue fédération,
c'est de renforcer les contrôles sur la qualité, à la fois la qualité technique du produit, la qualité physique, mais aussi son intégrité ou le respect de la réglementation fiscale et autres en France et en Europe. Donc c'est le vrai sujet sur lequel il faut qu'on renforce, et j'entends là les propos qui, je pense, vont dans ce sens-là. Donc notre fédération est ouverte à ça et essaye d'ouvrir toutes les portes possibles pour renforcer les contrôles et les sanctions, parce qu'il y a encore trop, et là je m'adresse à Jean-Michel Buff, trop d'acteurs qui ne payent pas d'éco-participation Oui. Et qui vendent des produits en ligne sans payer d'éco-participation, et personne ne fait rien pour sanctionner, contrôler et faire respecter une concurrence loyale en France et en Europe. Merci. C'est un petit rappel à l'ordre, du coup, effectivement, en termes de sanctions, en termes Alors, sanctions, j'aime pas le mot, mais comment fait-on, effectivement, et nous, ça nous intéresse plus particulièrement, en termes de litière végétale. Voilà, on a fait le débat depuis ce matin et on démontre qu'on peut faire des choses, qu'on peut avancer, et qu'effectivement, c'est une alternative. Comment fait-on ? On légifère, donc on a parlé d'interdiction des litières minérales, on a parlé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place davantage, Monsieur Buff? C'est vous que je vise particulièrement, mais pas que. On avait un ex-parlementaire tout à l'heure. Encore une fois, il ne faut pas décorréler la France de l'Europe. C'est-à-dire que si on doit vraiment engager une démarche, elle doit être européenne, parce que sinon, on aura encore une fois l'avancée que l'on constate, et on l'a constaté avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, l'avancée française qui se retrouve confrontée à la réglementation européenne. Et donc, il faut vraiment enclencher cette dynamique européenne. Et donc, moi, je compte sur des acteurs comme vous, Michael, et puis d'autres, bien évidemment, qui sont sur le sujet, pour porter au sein de la Commission. Alors, on a une chance au niveau européen, c'est qu'on a une nouvelle commissaire qui a dans ses fonctions et ses délégations le titre de l'économie circulaire. Elle s'appelle Jessica Roswell. Je pense que là aussi, il faut agir assez rapidement sur le sujet pour faire prendre conscience que si on veut faire bouger les lignes, il faut que l'Europe fasse bouger les lignes pour tous les pays. On a tous la même problématique. Ce n'est pas quelque chose qui est lié simplement à la France. C'est vraiment tous les pays qui sont concernés. Et donc, de fait, à mon avis, c'est là où il faut agir et le plus rapidement possible. Dernier mot, donc, du coup, à l'Europe, ou du moins une petite émanation économique de l'Europe. Vincent ? Oui, c'est très important, bien évidemment, que les réglementations, que les régulations se fassent au niveau européen pour bien inciter l'ensemble des pays européens. C'est fondamental. Alors, il faut bien quand même aussi avoir en tête qu'il peut y avoir certains pays européens qui, des fois, bloquent certaines initiatives quand ils ne sont pas contents. Et donc, c'est bien les mesures où ça n'exige pas d'avoir un consensus des 27 pays européens, d'avoir au moins juste une majorité qui peut imposer une régulation de ce point de vue-là. On sait par exemple que les mesures à la frontière, les taxes à la frontière par exemple, ça, il faut avoir le consensus des 27 pays européens, et ce qui explique que par exemple le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières a mis longtemps à se mettre en place. Et donc c'est aussi pour ça qu'un système par exemple de taxes, que les produits moins carbonés soient moins chers, ça pourrait se mettre en place même par 9 pays européens, et ça serait déjà très bien incitatif pour les autres pays européens, puisque sinon, eux, s'ils ne sont pas suffisamment actifs sur la décarbonation, leurs produits seraient moins compétitifs. Seraient moins compétitifs, tout à fait. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voulais remercier vraiment tout le monde parce qu'elle a été passionnante. On voit qu'on a abordé beaucoup de sujets. Mais j'aimerais quand même vous demander si vous aviez un ou deux mots, 30 secondes, grosso modo, qu'est-ce que vous diriez sur sur ces questions qu'on a abordées? Votre mot de résumé, votre mot comme ça. Voilà. Quel est celui qui vous viendrait à l'esprit? Alors déjà, Benoît. Le mot à l'esprit, c'est bon sens paysan. Ça nous concerne quand on parle de matière organique, de lien avec l'animal, de comment on pense notre société dans sa simplicité de la matière, de comment on réduit notre impact sur l'environnement pour préserver les ressources qui nous nourrissent tous les jours. Donc voilà, bon sens paysan sera ma conclusion,
Et dans ce cas, des litières végétales, c'est vraiment le besoin qu'on a pour revenir à du local et valoriser la matière organique, compostable, réutilisable plutôt que la matière minérale. Et je pense qu'il faut aller très vite sur l'interdiction et très vite sur la valorisation économique de ce travail-là. D'accord. Christophe? Je passerai à Michael ensuite. Moi, je dirais changement. C'est-à-dire prendre vraiment en compte que l'on a un déchet avec un fort impact carbone, qui plus est odorant et qui n'est pas brûlable, qui va en incinération Valorisable. et qui finit en mâche-fer. On pourrait seulement vraiment changer. Il n'y a pas une différence de prix qui est si importante que ça. Il faut mettre les incitations qui vont avec pour un déchet qui, lui, deviendrait le meilleur des amendements organiques finalement. Voilà. Michael? Je trouve qu'on a eu un débat très fructueux ce matin, très animé, très intéressant. Et on mène ce débat depuis 3 ans avec les délégués en Europe, en France, en Allemagne notamment. Et je dirais à ces délégués, il faut maintenant arrêter de discuter, il faut agir. Et comme on dit en américain, je vais le traduire mal en français, mais c'est des fruits qui sont en bas de l'arbre. Oui. Donc on parle tous de zéro déchet, on parle tous d'éliminer les émissions de CO2. Là, on a un sujet qui est prêt, qui mûre, où on a la solution, pas juste au niveau du produit, mais aussi au niveau de la production industrielle. Tout sera réglé dans quelques années. Et agissons et prenons l'initiative et arrêtons de discuter et de se prendre la tête pour quelque chose qui est déjà résolu. Il y a un micro, parce que je voudrais le passer à M. Buff, mais aussi à Nathalie, mais aussi, je vais poser des questions à Victoria, qui est là. Tout d'abord, merci pour cette matinée, parce que vous avez mis en évidence un sujet qui passe en dessous des radars, très sincèrement, pour les collectivités que je représente, mais d'une manière générale, pour tout le monde. Donc, merci de l'avoir mis en évidence. Alors, deux pas de temps. Un dans l'immédiateté, où il faut effectivement, comme le dit Miguel, agir. Il faut agir vite maintenant. Ça y est, on sait que c'est possible, donc il faut agir. Puis j'ai un deuxième pas de temps qui est beaucoup plus long, malheureusement, qui est celui de l'éducation à l'environnement. Il faut absolument que nos générations futures, on considère l'éducation à l'environnement comme les maths, le français, la physique, Oui. peu importe, mais de la maternelle jusqu'à la fin de son cycle d'études, quel qu'il soit. Et ce sujet, normalement, on n'aura plus à le traiter parce que ce sera ancré dans les mentalités de ces futurs ingénieurs, de ces futurs chefs d'entreprise, de ces futurs acteurs politiques, comme quoi il faut absolument tenir compte, avant toute chose, avant toute décision, de l'impact qu'on peut avoir par rapport à une décision sur l'environnement. Je voulais juste annoncer quelque chose, justement par rapport à ça. En Allemagne, on est en train de développer un livre pour enfants qui reprend le sujet de Laetitia Pocha d'une façon infantile, avec une illustration, avec un texte, réalisé par un des auteurs les plus connus des livres pour enfants en Allemagne, qui a édité le livre sur le petit taupe qui voulait savoir qui lui a fait caca sur la tête. Donc c'est très connu, c'est un livre qui est traduit dans plus que 20 langues, et donc c'est celui-là qui travaille actuellement sur le sujet. Le livre apparaîtra début de l'année prochaine, et on compte avec le soutien aussi du ministère de l'Environnement qui va cofinancer donc le lancement de ce livre, de rentrer justement dans les familles et de commencer à éduquer la future génération aussi à ce sujet-là, donc par une moyenne très simple et très économique à réaliser. Ok. Nathalie, quel est les mots qui vous viennent lorsque... Alors, moi, ce qui me vient, c'est que je fais entre 50 et 70 rendez-vous politiques par an au niveau européen et français. On est sur une culture vertueuse qui a tout pour avancer. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les industriels sont très forts en termes de lobby, que ce soit au niveau européen ou français, et que du coup, c'est bien de dire on va interdire, mais on a parlé du groupe Mars ce matin, c'est le premier à aller voir, parce qu'en fait, si on tue le business des industriels existants, on n'y arrivera jamais. Donc il faut faire de l'accompagnement du changement, Tout à fait. et on ne peut pas faire sans eux. Et moi, j'en ai marre d'être confrontée aux lobbies qui sont sur nos matériaux et qui sont beaucoup plus forts parce qu'ils représentent beaucoup plus d'emplois et des chiffres d'affaires et des industries beaucoup plus lourdes que les nôtres. Donc, si je peux donner une modeste contribution, c'est de faire avec de l'accompagnement du changement. Tout à fait. Effectivement.
Vincent ? Oui, tout à fait, c'est essentiel. Effectivement, c'est souvent un des blocages. Et donc, bien évidemment, en particulier pour les normes et tout ça, il faut faire les accompagnements pour que les producteurs qui font les litières minérales puissent passer vraiment à la litière végétale. Enfin, ils peuvent le faire facilement, mais pour qu'ils l'anticipent, qu'ils ne bloquent pas si ça arrive sans qu'il se soit modifié, quoi. Donc, des incitations de ce point de vue-là, c'est vraiment fondamental. Et ça, c'est vraiment un des enjeux fondamentaux qu'on a sur beaucoup de solutions qu'on peut avoir sur des enjeux environnementaux qui ne se développent pas parce que des entreprises qui ont des anciens gros sites de production. Par exemple, je dois dire que malheureusement, les incinérateurs, c'est pas une bonne solution quand même pour faire un traitement des déchets. Et clairement, il y a beaucoup d'entreprises qui bloquent des solutions qui seraient beaucoup plus performantes que les incinérateurs. Hein. Tout à fait. Si je demande, par exemple, à la communauté de communes de la Terre d'Envol, qu'est-ce que ça vous a, en fait, est-ce que ça vous a appris des choses, cette conférence, et qu'est-ce que ça vous évoque ? Pas forcément une conclusion, mais quelques idées que vous avez. Est-ce que vous aviez cette question-là qui se pose sur vos territoires ? Parce que j'ai la chance d'avoir un territoire présent, effectivement, en plus de Jean-Michel Buff. Alors, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette conférence ? Et si vous aviez un mot à en dire, voilà. C'était instructif. C'est vrai que nous, dans nos consignes pour la collecte des déchets alimentaires, on a exclu les litières. Donc là, c'était la question de savoir est-ce que ça avait réellement de la valeur, pour que ça soit de la méthanisation ou du compostage. Donc, je dirais, c'était instructif. D'accord. On a un point, donc je devais avoir un petit peu plus de journalistes, mais il se trouve que j'en ai une. Donc, dites-moi, Elsa, est-ce que ça a répondu à l'ensemble de vos questions, cette conférence ? Oui, là, j'ai plein de sujets en perspective à traiter. Et la litière pour chat, ça peut me permettre d'aborder ce sujet de façon assez rigolote, hein, parce qu'on n'y pense pas forcément. Tout à fait. Et de façon très simple. Il suffit de prendre un paquet au lieu d'un autre. Quand on a un animal, qu'on l'emmène chez le véto, ça se compte en dizaines d'euros à chaque fois. Donc quelques centimes d'écart, ça joue à peu de choses entre deux litières. C'est une façon relativement simple, un geste très simple et très peu onéreux d'inciter au changement. Et en plus, de façon peut-être, il faudra le traiter de façon amusante. Et puis derrière, il y a beaucoup d'autres questions, des sujets plus larges sur que faire de tous nos déchets, comment. Et mon rôle, c'est de vulgariser auprès du consommateur, de l'utilisateur final, et de rabâcher, de persévérer dans les rappels des bonnes pratiques. Oui, parce que j'ai oublié de dire que nous avions donc le magazine Que Choisir, donc ce qui explique. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette table ronde. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Laure, est-ce que tu avais des questions auxquelles nous n'avons pas répondu ? Je voudrais d'abord dire qu'il y a énormément de simples citoyens qui réagissent en disant « Mais oui, je n'avais jamais pensé à ça. On aimerait beaucoup passer par ce moyen-là. On ne nous en parle pas assez. Et comment faire pour pousser nos communes à évoluer sur le sujet ?» C'est un des éléments les plus prégnants de ce que j'ai reçu. Comme question. Et c'est vrai, hein, j'ai eu des collectivités qui nous ont dit mais nous on veut traiter, mais on a cette question du règlement, hein, du fameux, sur les questions d'hygiène, sur les questions sanitaires, et ça nous est vraiment, donc du coup on la refuse, principe de précaution oblige, on ne sait pas quoi en faire, et on a vraiment besoin d'une prise de position. On avait, il y a quelques mois déjà, avec Mickaël, nous avions rencontré Sylviane Auberlet de l'Association des maires de France, qui nous disait expérimentez, nous verrons ensuite. Et donc on en a parlé, et c'est vrai qu'on cherchait de toute manière des communes qui souhaitaient développer les expérimentations. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur ces expérimentations, pour pouvoir dire, voilà, nous on a des modèles, on est dans l'initiative, nous sommes un peu des apporteurs, des ouvreurs de portes ou des apporteurs de solutions. Et donc je vais laisser
la parole du fin à Michael Benck, parce que justement, sur cette question d'apporteur de solutions ou d'ouvrir les choses, il a des choses à dire. Bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. Donc, je crois que le sujet est suffisamment débattu. Je crois que là où on a un problème et on a la solution, il faut mettre la solution en œuvre. Il faut arrêter de discuter, il faut agir. Et donc, je n'ai rien à rajouter à ça. Et donc, maintenant, c'est au législateur de faire son travail. À nous de faire notre travail de sensibilisation, ce qu'on est en train de faire avec votre aide aussi, évidemment, la presse, les médias. On a eu 3 grands sujets à la télé en Allemagne cette année sur le sujet. Donc ça, c'est super bien. Il y a plus que 2 millions de consommateurs qui l'ont vu à la télé. Donc on commence à vraiment prendre cette allure-là. Et donc ça me donne l'espoir qu'on va pouvoir foncer plus au niveau de la sensibilisation. Et ça, c'est notre travail. Et j'assume à 100%. Mais le législateur aussi doit faire son travail de son côté. Et si jamais un législateur nous écoute, je m'aime bien demander un peu plus d'activité et proactivité dans ce sujet. Merci à tous.